bonjour. Et je vais vous rappeler le thème dont nous allons parler là dans les minutes qui viennent. Alors, influence de la spiritualité, la philosophie, l'alchimie et le symbolisme dans la transformation intérieure. Donc maintenant, je vais vous donner la parole, 2 minutes chacun, et je passe le micro, 2 minutes et demie. Patrick, à toi. Merci. Alors évidemment, un sujet m'intéresse particulièrement. À l'intérieur du sujet, c'est l'alchimie, puisque j'ai consacré un peu ma vie à ça. Et quelque chose de remarquable, c'est que nous, on ne parle pas de transformation, mais de transmutation. Il y a une différence fondamentale. C'est que la transformation se fait de force. C'est-à-dire que c'est prendre une ressource et lui donner une forme qui m'intéresse, même si ça ne plaît pas à la ressource. Donc, on peut arriver toujours à un bilan négatif dans la transformation. Alors que la transmutation, c'est prendre la même ressource et aller dans son sens. Trouver le meilleur de cette ressource. Par exemple, en agroalimentaire, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a pris des espèces qui nous intéressent, nous, on a retiré les autres et on force ces espèces à produire. Moralité, elles épuisent la terre, les fruits qu'elles font ne sont pas bons pour la santé et les insectes qui mangeaient les autres espèces ne peuvent plus le faire, donc elles mangent celles-là. Donc on est obligé de mettre des pesticides, des engrais et les fruits ne sont pas bons. Ça, c'est de la transformation. Par contre, si je fais de la transmutation, je prends les espèces et je les mets dans un milieu qui leur est favorable à eux. À ce moment-là, elles vont être extrêmement généreuses. Les fruits seront énormes, excellents pour la santé. Je n'aurai pas besoin de mettre d'engrais, pas besoin de faire de pesticides. Tout ça pour dire que pour moi, cette vision de transmutation, d'amélioration, c'est de souffler sur les braises. C'est-à-dire ne pas forcer les gens à faire quelque chose qui ne leur plaît pas, mais aller dans leur sens. C'est comme guider un enfant. J'ai 2 manières de le guider. Soit je le prends par la main, je le force à aller à un endroit où il ne veut pas aller. Dès que je vais le lâcher, il va partir en courant et avant, il va résister. Alors que si je m'informe avant d'où il veut aller et que je le guide seulement, il ira dans le sens, donc son énergie ne sera pas une énergie de résistance. Et en plus, quand je le lâcherai, il sera content d'être là. Et je me suis posé cette question en me disant, mais pourquoi les enfants n'aiment pas aller à l'école ? Ils devraient être heureux d'aller à l'école finalement. Eh bien, ils n'ont pas cette joie parce qu'on ne cherche pas ce qui les importe eux. On essaye de les faire suivre ce que nous on veut. D'ailleurs, à tel point, ce n'est pas des enfants, c'est des machines à laver. Ils suivent un programme. Bien, je te remercie. Tu vas donner la parole à Jean-Marc. Alors, puisque l'on est dans le cadre de rencontres maçonniques, je vais essayer d'aborder le thème proposé à la réflexion à partir du corpus maçonnique, à savoir quelles sont au fond les voies, les perspectives de transformation intérieure telles qu'on peut les trouver à l'intérieur des différents rites, des différents systèmes, des différentes traditions propres à la franc-maçonnerie universelle. Évidemment, dans le cadre des travaux, les frères, les sœurs vont être amenés à découvrir des éléments de Kabbale, des éléments d'alchimie, d'hermétisme, de philosophie, en particulier de philosophie néoplatonicienne, vont découvrir également des éléments tout à fait originaux qui sont à la fois au croisement de la théosophie, du rosicrucianisme, de la mystique, de différentes branches de l'ésotérisme. Et c'est à partir de ces outils, au fond, que se mettent en œuvre les processus de transformation, de modification et d'amélioration de l'état à la fois mental, anémique et corporel de l'être pris dans sa totalité. Pour ce qui me concerne, j'ai plutôt fouillé et approfondi la perspective telle que proposée par le régime écossais rectifié, un système créé précisément ici à Lyon au XVIIIe siècle, en 1778, lors du Convent des Gaules, par
un grand Lyonnais, une grande figure lyonnaise, Jean-Baptiste Villarmoz, qui a joué un rôle, y compris en dehors de la franc-maçonnerie, puisqu'il fut administrateur des hospices civils de la ville de Lyon, où il s'est distingué par sa bienfaisance auprès des nécessiteux, des pauvres et des personnes abandonnées du point de vue de l'existence. Alors, pour ce qui est du régime écossais rectifié, il y a un nom à cette transformation et à cette perspective proposée. On l'appelle réintégration. Réintégration de l'être dans ses premières propriétés, vertus et puissances spirituelles divines primitives, à savoir, telle que l'a reçu Jean-Baptiste Villarmoz, de celui qui fut en quelque sorte son initiateur ou son maître, c'est-à-dire Martinez de Pasquali, la possibilité pour tout individu, et même pour l'ensemble des règnes de la création, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, de remonter peu à peu vers l'unité du principe. Cette quête de l'unité à l'intérieur du régime écossais rectifié s'opère, c'est le cas de le dire, par deux grands leviers, le levier maçonnique, le levier chevaleresque, qui utilise des éléments symboliques tout à fait originaux, tout à fait spécifiques, qui ouvrent sur une dimension d'ordre spirituel qui est à la fois bouleversante, puisque l'être est d'une certaine manière recréé, retrouve une nouvelle identité, un autre nom, et une nouvelle lumière vient éclairer ce qu'il en est de sa nature, ce qu'il en est de son rapport au monde, et ce qu'il en est surtout de ses aspirations réelles. C'est pourquoi un grand écrivain de langue française et également une grande figure du régime écossais rectifié, cette fois-ci non pas lyonnaise mais chambérienne, Joseph de Maistre, a pu dire que la franc-maçonnerie était la science de l'homme par excellence. Cette science étant celle à laquelle nous avons à nous vouer, à nous pencher pour faire que chaque être trouve à la fois son axe, son essence, son aspiration, son identité réelle et dans la plus grande liberté offerte aux âmes de désir puissent rencontrer la vraie lumière. Je vais commencer en reprenant une de tes formules. Au rite opératif de Salomon, on nous dit la franc-maçonnerie est la science du bonheur. Et la science du bonheur, elle se construit justement dans cet espace de liberté de parole, liberté qui nous est donnée par l'étude des symboles. Comment gagner de la spiritualité en étudiant les symboles ? Je pense que ce travail que commence à faire l'apprenti, puis le compagnon et le maître, en travaillant sur les symboles, lui permet tout simplement de voir qu'il n'est pas le centre du monde. C'est quand même un des points actuellement dans notre société qui reste beaucoup à travailler, où l'homme est assez individualiste. Or là, il est individualiste, mais il travaille en société. Et par l'étude de symboles, comme on peut le faire en franc-maçonnerie, ça nous donne une grande ouverture. Une ouverture sur le monde, une ouverture sur soi, sur notre recherche intérieure, mais toujours avec les autres. Au rite opératif de Salomon, il y a une particularité, c'est que les symboles, on les manipule. En les manipulant, ils s'imprègnent en nous. Et peut-être qu'on a encore plus de force pour penser d'une façon plus ouverte, plus large. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ça va aussi avec la pratique que l'on a, qui est cette pratique de l'art de l'expression orale, puisqu'on n'a pas de planche écrite au rite opératif de Salomon, et où forcément l'émotion, le jeu sort en premier. Évidemment,
comme partout, il faut s'instruire, il faut lire, il faut se cultiver, mais ce qui ressort, c'est ce qui est au fond de soi. Et par l'étude de ces symboles et de réunir toutes les pensées des frères et des sœurs, eh bien, on construit ce temple et cette humanité meilleure, j'espère tellement. Il y a beaucoup à faire. Bien, ben je vous remercie. Alors maintenant, eh bien, vous allez pouvoir, l'un après l'autre, discuter de ce qui vous fait plaisir et pourquoi pas de votre livre, ou de vos livres, ou de votre dernier livre. Alors, qui prend la parole en premier? Jean-Marc. Allez, Jean-Marc. Si vous le souhaitez. Eh bien, pour reprendre ce que je disais précédemment, cette idée de perspective de retour à l'essence première et originelle de l'homme m'a conduit à rédiger plusieurs ouvrages sur le sujet avec l'éclairage du rite écossais rectifié comme boussole, si l'on peut dire, et en me penchant de manière plus particulière sur les sources de ce régime et les sources doctrinales. Alors le mot fait un peu peur, on se dit comment ça, une doctrine dans un domaine où on met l'accent sur la pleine capacité à la pensée de pouvoir agir et avancer librement. En fait, doxa en grec, c'est enseignement, c'est pas du tout dogme, c'est pas dogmatisme. Et cet enseignement, lui, au contraire, participe de tout ce qui peut faire grandir l'être dans sa maturité et dans sa première essence originelle. Alors, la doctrine du régime écossais rectifié, puisque tel est le thème du livre que j'ai rédigé, qui est d'ailleurs en 10 leçons essentielles, précisément pour qu'on puisse avancer, propédeutique à la fois vigilante sur la manière de progresser de façon harmonieuse, sans que ce soit brusque et trop radical, et de l'autre aussi profitable, en étant en mesure de pouvoir bien comprendre les thématiques que l'on aborde. Alors, le premier point de cet élément de l'enseignement de cette doctrine du régime écossais rectifié est un point clé de toutes les traditions qui, précisément, sont des traditions extra-ecclésiales, extra-dogmatiques et qui ont fait l'objet de condamnations constantes à travers l'histoire par les autorités à la fois civiles et religieuses. Donc, on est au fond en bonne compagnie avec ceux qui, au cours de l'histoire, ont su, avec force, volonté et courage, proposer une voie qui est celle de l'émancipation complète de l'être. Et cette voie part d'un présupposé, c'est que, à l'origine, il n'y a pas de distinguo entre l'être et l'individu, ou entre l'être premier et la créature, entre le créateur et le créé, si l'on veut. C'est ce qu'on appelle l'émanation. L'émanation, c'est ce qu'on va retrouver chez Plotin, c'est ce qu'on va retrouver chez Origène, c'est ce qu'on va retrouver chez Martinez de Pasqualier, c'est ce qu'on retrouve chez Jean-Baptiste Villermoz et le régime écossais rectifié, à savoir, comme dit Spinoza, Deus est natura, il n'y a rien qui nous sépare de la substance première, il n'y a qu'une unité, qu'une seule forme existentielle à l'intérieur de laquelle tout prospère en harmonie, en concorde et en bienveillance. Encore faut-il que puisse agir la bienfaisance, cette vertu cardinale à laquelle tenait tant Jean-Baptiste Villermoz, qui permet à chacun de trouver la place juste à l'intérieur du monde, à l'intérieur de la société et à l'intérieur de la perspective spirituelle universelle. Merci Jean-Marc. Il vous reste peu de temps pour vous partager tous les deux.
Alors, moi, je parlerai pour les jeunes un peu. Dans notre société, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour que les jeunes puissent s'exprimer librement, et la franc-maçonnerie est un de ces espaces. J'ai eu cette chance de commencer à être franc-maçon à 25 ans, et ça construit carrément une vie. Donc, j'ai eu du coup la chance de pouvoir aller dans tous les degrés du rite opératif de Salomon, de découvrir toutes ces légendes, de découvrir tous ces symboles, et je le souhaite à beaucoup. Pour ça, j'ai coordonné un livre sur l'art de l'expression orale, en faisant travailler les apprentis, les compagnons et les maîtres. Et comme nous travaillons à l'oral et que nous n'avons pas de planche écrite, eh bien, on a inventé cette formule de faire des cartes heuristiques qui reprennent les pensées d'une tenue et qui ont été illustrées de façon différente par les territoires avec ces cartes formelles aux plus abstraites. Bon, je te remercie. On va laisser terminer Patrick. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose qui me semble important entre la transformation et la transmutation. La transformation change la forme sans changer la nature, alors que la transmutation change la nature sans changer la forme. Et le rapport que je fais avec la franc-maçonnerie, évidemment, c'est que nous aussi, on ne doit pas rester dans la forme, mais s'attacher au fond. Et que je trouve qu'on s'attache encore un peu trop à la forme. On a tous connu les gardiens du rituel, vous savez, qui vous font... parce qu'on s'est trompé sur la deuxième virgule à partir de la troisième ligne. Mais est-ce vraiment l'essentiel ? Je pense que quand on est dans le fond, la forme est absolument secondaire. Et pour revenir sur ce que disait ma sœur, ce lieu d'ouverture doit le rester. Ce lieu de concorde et de bienveillance, étant moi aussi hérité écossais rectifié, eh bien je trouve que cette bienveillance et surtout cette vision de la source, cette réintégration est pour moi quelque chose de nécessaire et qui fait cette singularité de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas seulement une école de discussion, c'est une école de quête de la source. Et comme le disait mon frère, pour moi en tout cas, le RER m'a permis d'avoir une boussole qui ne garantit pas le chemin, mais qui garantit la direction.